Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Merci infiniment de nous accorder cet entretien ici au Palais Sékou Touré. Je suis avec mes confrères Alioune Badara Fall, directeur de la publication du journal L'Observateur. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Et aussi à mes côtés, Céline Diagne, directeur de publication du site Dakaractu. Bonjour Monsieur le Président. Alors Monsieur le Président, pour aller directement au but, vous avez récemment mené une médiation remarquée dans la sous-région durant la présidentielle sénégalaise entre les présidents Macky Sall et Abdoulaye Wade. Quelles ont été les motivations qui vous ont poussé à entreprendre une telle initiative et quelles ont été aussi peut-être les contraintes auxquelles vous avez été confrontés? Vous savez, je suis très lié au Sénégal. Lorsqu'on m'a arrêté, il y a eu des comités de soutien créés par les hommes politiques partout. Mais la particularité au Sénégal, c'est que c'est la population même qui s'est mobilisée. Et votre oncle Ousmane Ngom, qui était mon avocat, il m'a dit que c'est dans la rue qu'il a appris que j'ai été libéré. C'est la population qui a créé, on a libéré Alpha. Et je n'oublie pas non plus que le comité international créé par Albert Bourgi, accompagné par Babacar Touré, mes deux frères, ont fait l'essentiel des réunions à Dakar. Donc il était Wade était mon grand frère et Macky c'est mon jeune frère, nous sommes très liés. Donc je ne peux pas, quand il y a un problème dans un pays comme ça, je ne peux pas rester indifférent. Mais vous savez, dans une médiation, l'essentiel est d'arriver à concilier les deux positions. C'est ce que nous avons fait. C'est vrai que l'incompréhension avait un tel niveau que là, on ne s'est pas passé sans difficulté, vous l'imaginez bien. Mais avec la volonté des deux parties à préserver l'essentiel, c'est-à-dire le Sénégal et la paix dans ce pays, nous avons pu arriver, avec la bénédiction de Dieu, au résultat que vous connaissez. Peut-on à ce sujet parler d'un protocole de Conakry et quels en sont les termes, Monsieur le Président? Non, ça c'est le journalisme. Moi, je pense qu'il revient plus tard au président président Wade de dire exactement qu'est-ce qu'il peut dire au peuple sénégalais. Mon rôle est ce que j'ai fait, ça s'arrête là. Le reste, c'est pas moi à dire, c'est le président Macky et le président Wade qui pourront vous informer. Monsieur le Président, on va toujours parler de médiation. Vous avez joué un rôle majeur dans la médiation qui a sorti la Gambie de l'impasse et le départ de Yaya Jammeh en 2017, suivi de son exil en Guinée équatoriale. Quel a été, dans ce dossier, le rôle clé que vous avez joué? Est-ce que cela a été facile pour vous? Vous savez, au départ, Yaya Jammeh, on avait de très très mauvais rapports. Parce qu'à un moment donné, j'avais dit que l'attentat qui a été organisé contre moi au début de mon mandat, il y était pour quelque chose. Donc on avait des rapports très tendus. Puis progressivement, on avait deux points communs, chacun de nous a un franc-parler. Et progressivement, il a considéré que j'étais vraiment le président avec lequel il avait les meilleures relations. Donc on avait de très très bonnes relations. Lorsqu'il y a eu la crise, c'est moi qui ai proposé que le président Boari soit le médiateur. Les choses se compliquant, il n'était pas possible que la médiation du président échoue. Donc lorsque j'ai constaté qu'il y avait des difficultés, j'ai décidé de m'impliquer directement. Et comme le président mauritanien avait été, mais il avait quand même fait un certain travail, j'étais à Davos avec le vice-président du Nigeria. Je lui ai dit, bon, écoutez, il faut que la médiation du président Boari réussisse. Donc je vais en Gambie. J'ai prévenu le président mauritanien, je me suis arrêté en Mauritanie pour le remercier et m'a dit de m'accompagner. Vous savez, aucune action de cette nature ne sait être facile, comme le sont tous les domaines de l'État. Mais là également, le président Yaya Jammeh a été à l'écoute de son peuple. Je lui ai dit, vous avez travaillé pour ce pays, est-ce que vous allez contribuer à détruire ce que vous avez fait, ou bien vous allez préserver la paix? Et il a été très raisonnable. Il a dit effectivement, un président, il est très important pour moi que la paix et la concorde règnent dans ce pays. Et donc, ce qui a facilité la médiation. Bon, la Gambie comme le Sénégal sont deux pays frères. Et notre rôle est d'être à leur écoute
et de nous impliquer pour la paix et la sauvegarde des intérêts des populations de ces deux pays. Je pense que donc, étant le plus ancien dans l'âge, pas dans la durée, quand il y a des problèmes entre mes frères, je dois m'impliquer, ce que j'ai fait. Monsieur le Président, vous avez également été médiateur en Guinée-Bissau. Des accords ont été signés. Pensez-vous que la sortie de crise est proche? Bon, la Guinée-Bissau, ça n'a pas été facile. Parce que vous savez, la Guinée-Bissau, c'est un pays où les élections se passent toujours normalement. Mais après, c'est la suite. Et très souvent, très peu de présidents ont terminé leur mandat. On a eu un très bon président, le président Malam Bakay, malheureusement, qui a été emporté par la maladie. Donc, l'essentiel pour nous, et nous savons aussi le rôle que la Première République de Guinée a joué dans l'accompagnement du PAIGC dans la lutte de libération. Donc, il était extrêmement important pour nous qu'il ait été désigné comme médiateur par la CEDEAO, qu'on réussisse. Évidemment, ça n'a pas été facile, mais Dieu merci, aujourd'hui, les élections législatives se sont passées de façon transparente et dans le calme. Le Parlement va s'installer, je crois, ces jours-ci, et un nouveau gouvernement va être mis en place. Nous espérons que cette fois, cette crise qui dure depuis un bon moment, nous espérons être arrivés à la fin. De toute façon, nous allons continuer à accompagner nos frères de Guinée-Bissau afin que ce pays connaisse la paix, la stabilité et son développement. Vous savez, le pays a eu un montant important à Bruxelles, mais cet argent n'a pas pu être utilisé à cause de la crise. Donc, s'il y a la paix, la stabilité et une gouvernance, je pense que le peuple de Guinée-Bissau peut bénéficier de ces richesses. Vous êtes le garant des accords de Conakry. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, Monsieur le Président, qu'on est un peu revenu dans ce pays au point de départ, puisque après les dernières législatives, c'est le Premier ministre Domingo Simões Pereira qui risque de revenir au pouvoir. Ne craignez-vous pas encore un blocage des institutions avec le président José Maria, le président Vaz? Je crois que tout le monde doit respecter la volonté populaire. Le président Domingo ne s'est pas élu lui-même, c'est le peuple qui l'a élu. Et je pense que le président a félicité le PAIGC de sa victoire. Je ne pense pas qu'il puisse avoir de problème. Chacun, la seule souveraineté, c'est le peuple. Et le peuple s'est exprimé. Il revient donc à tous les hommes politiques de respecter le soutien, le vote populaire. Ce que le peuple a, si le peuple a décidé que tel doit gouverner, être Premier ministre, chacun doit l'accepter. Je ne pense pas que le président Vaz, qui est un démocrate, qui respecte la démocratie, je pense qu'il n'y a aucun problème. Actuellement, est-ce qu'on peut dire que le président Alpha Condé est un magicien de la paix sur le continent? Il n'y a pas de magicien. Je pense que le magicien, ça n'existe pas, peut-être dans l'imaginaire populaire. Vous savez, moi, je suis un panafricain. Dans ma lutte, j'ai eu beaucoup de soutien dans la plupart de ces pays. Beaucoup sont mes camarades à la fin ou d'autres dans d'autres mouvements. Donc il est de mon rôle, lorsqu'il y a des problèmes, d'utiliser le peu de crédit que j'ai d'expérience pour aider les frères à trouver une solution. Il n'y a pas besoin d'être magicien. Est-il vrai que vous êtes... On évoque une éventuelle médiation au Burkina Faso entre le président Marc Kaboré et Zéphrin Diabré. Qu'en est-il exactement? Vous savez, le Burkina, c'est un pays où j'ai été souvent, au point qu'on me disait que vous êtes burkinabé depuis le temps de la FEANF. Nous avons eu à tenir le congrès là-bas. Et le président Roch était un camarade de la FEANF. Diabré aussi nous a suivis. Aujourd'hui, ce qui est important dans ce pays, c'est que tout le monde doit se donner la main pour faire face au terrorisme. Parce que quand il y a le terrorisme, ça ne bénéficie à aucun parti politique. Donc je pense que nos deux frères ont été réceptifs à la nécessité d'avoir un dialogue pour unir leurs forces pour lutter contre le terrorisme. Donc Diabré est venu à Conakry, nous avons discuté, il s'est montré ouvert. Ça a été le même cas pour le président Roch. Nous avons eu donc à échanger lors de notre séjour à Niamey, sur la réunion sur le Sahel. Nous avons échangé à 3. Et Dieu merci, aujourd'hui, ils sont d'accord pour aller au dialogue, pour en trouver une solution, parce que quand il y a la guerre, quand il y a le terrorisme, ça ne bénéficie à aucune force politique. Donc avant de penser aux jeux politiciens, il faut d'abord sauver le pays. Et je crois qu'ils ont été, de toute façon, tous sont des anciens militants de la FEANF, donc nous avons ce point commun pour nous pouvoir nous entendre. Justement, Monsieur le Président, on reste au Burkina. Dans ce pays vit une menace sécuritaire très grave avec des massacres sur fond de lutte intercommunautaire. On note
les mêmes exactions au Mali avec le drame d'Ogo-Sagou. Est-ce que vous ne craignez pas une contagion sous-régionale de ces menaces-là? Et quelles sont les initiatives prises par l'Union africaine ou la CEDEAO pour juguler cette menace? Vous savez, ces peuples ont vécu pendant des siècles en harmonie. Les Dogons parlent Peul, les Peuls parlent Dogon, etc. Les Peuls parlent Mossi, au Burkina, etc. Donc la question qu'on doit se poser, pourquoi brusquement ces tueries, alors que ces peuples ont vécu pendant des siècles? Donc il nous revient à nous, chefs d'État de la sous-région, de répondre à cette question. Parce qu'il est évident que le terrorisme n'a pas de frontières. On dit que souvent que si la maison de ton voisin brûle, tu ne fais rien, ta maison va brûler. Donc il est du devoir des chefs d'État de la CEDEAO de réfléchir sérieusement, de ne pas se laisser manipuler, de ne pas tomber dans le piège qui nous est tendu. Parce que si ces peuples qui ont vécu pendant des siècles sans problème, brusquement s'entretuent, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que ce n'est pas un complot contre l'Afrique? Quel type de complot? Il est de notre devoir en tant qu'élus par ces peuples de trouver la réponse à cette question et de trouver des solutions. Je vous pose la question, comment ça se fait que ces peuples ont vécu pendant des siècles en harmonie et brusquement s'entretuent de façon aussi grave? Je vous pose la question. Est-ce que c'est pas tombé du ciel? Quand on sait déjà que le terrorisme s'est développé depuis un moment dans ces régions, d'abord c'était dans les Balkans du Nord. Comment brusquement c'est arrivé au niveau des gens qui n'étaient pas du tout impliqués? Ni les Peuls, ni les Dogons n'étaient impliqués dans l'histoire du terrorisme au Mali. Comment M. brusquement être impliqué? Ce n'est pas une opération du Saint-Esprit, mais c'est à nous, chefs d'État de la CEDEAO, à trouver la réponse à cette question et aussi les solutions pour extirper ce grain qui risque de faire exploser nos pays. Parce que si les ethnies s'affrontent, on va à la catastrophe. Jusque-là, on a l'impression que l'Union africaine et la CEDEAO font preuve quand même, Monsieur le Président, de manque de leadership sur cette question très grave. Bon, je pense que nous sommes en train de nous concerter. Peut-être que vous avez raison, vu de l'extérieur. Mais je pense que nous sommes en train de nous concerter pour prendre des initiatives. Je pense que la CEDEAO prendra des initiatives. Bien sûr, il y a eu le G5 qui a été créé pour faire face. Mais aujourd'hui, les problèmes sont devenus complexes avec ces affrontements. Parce que tant qu'on avait affaire au terrorisme, on connaissait. Mais quand ça arrive au niveau des populations au Burkina comme au Mali, ça nous interpelle. Mais je pense que les chefs d'État de la CEDEAO, nous saurons trouver des solutions, nous serons à la hauteur pour ne pas décevoir nos peuples. Monsieur le Président, au plan économique, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Sénégal sont réunis au sein de l'OMVS. La Guinée étant le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, est-elle prête à jouer son rôle de locomotive dans le développement énergétique dans la sous-région? Vous savez, nos prédécesseurs, un peu les pères fondateurs, ont eu l'idée lumineuse de créer l'OMVG qui regroupe le Sénégal, la Guinée, la Gambie et la Guinée-Bissau, et l'OMVS qui regroupe le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée. La Guinée étant le château d'eau d'Afrique de l'Est ayant d'immenses potentialités en énergie hydraulique, il se devait de partager cela avec les pays voisins. C'est pas moi, ancien président de l'Afrique panafricain, qui ne va pas s'inscrire même s'il n'avait pas existé, je me serais inscrit dans cette voie-là. Donc nos peuples ont besoin d'énergie, parce que sans énergie, on ne peut pas se développer. Sans énergie, nous ne pouvons pas transformer nos matières premières agricoles et minières sur place. Donc il est fondamental que nous nous entraînons pour que ceux qui ont plus de possibilités partagent avec les autres. C'est pourquoi, dans le cadre de l'OMVS, nous partageons avec le Sénégal, le Mali, la Mauritanie, et dans le cadre de l'OMVG, avec la Guinée, Bissau, la Gambie, et le peuple de Guinée est parfaitement conscient que nous devons, cette richesse que le peuple de la Guinée nous a donnée, ce n'est pas seulement à la Guinée, c'est à tous nos voisins. Donc c'est tout à fait normal que la Guinée joue le rôle de locomotive en ce qui concerne l'électricité à partir des barrages hydrauliques. Donc c'est un devoir du peuple de Guinée, c'est un devoir des dirigeants guinéens, et particulièrement moi qui ai un passé panafricain. Alors, Monsieur le Président, la Guinée et le Sénégal sont deux pays, mais un seul peuple avec des communautés fortement représentées, ça et là. Alors, quelle est votre lecture de cette situation et quelles sont les éventuelles contraintes qui peuvent exister entre les deux États? Vous savez, on dit souvent que
la dent et la langue vivent ensemble, mais il arrive que la dent mord la langue. Je pense que le Sénégal et la Guinée sont liés par l'histoire, par le même peuple. Et il y a eu évidemment parfois des péripéties de l'histoire, bon, vous savez, entre Sékou Touré, Senghor, etc. Bon. Mais je pense que l'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est que les dirigeants sont des dirigeants panafricains. Même si Macky n'a pas été à la FEANF, il a été quand même membre d'Andijef. Et Andijef, quand même, c'est la FEANF. Quand on parle d'Anding ou de quoi, c'est la FEANF. Donc, au fond, on a une même vision. Donc, il se peut qu'il y ait des problèmes. Nécessairement, il y a toujours des problèmes entre les États. Mais je pense que nous sommes Macky est un frère, un jeune frère, un ami. Nous nous consultons souvent. Donc, évidemment, il y a toujours des gens, particulièrement vous, les journalistes, qui cherchent toujours à créer des problèmes là où il n'y en a pas à inventer. Bon, mais c'est à nous à surpasser. Mais Macky est mon jeune frère. Nous avons de très bonnes relations. Dernièrement, il y a eu une maladresse d'un standardiste, vous savez, bon, et vous avez fait beaucoup de bruit dessus, friture, etc. Cette histoire. Moi, on en a rigolé, franchement, parce que ça n'a aucune importance. Hein. Moi, j'ai de très bons rapports avec le président Macky. Est-ce que vous connaissez un président africain qui a été passé des vacances dans un pays africain? Moi, j'ai été passer mes vacances au Sénégal. Alors que je pouvais aller les autres mois, on va voir en France, mais j'étais au Sénégal. Donc, si je n'avais pas de bon après et j'étais au Sénégal, j'étais parti d'abord chez mon frère, le président Macky. Ah non, il faut que tu déménages à. Comment ça s'appelle? Popenguine. Et à Popenguine. Donc, il m'a très bien, je suis revenu passer du jour avec moi, etc. Et ma belle-sœur, sa femme, m'a fait de très beaux boubous, au point qu'on se moque de moi en disant. Ta femme habille mieux le président Alpha que toi-même. Ben évidemment, je ne suis pas gros comme lui, donc je suis plus mince. Donc c'est pas que. Donc ma belle-sœur arrive à bien m'habiller. Je me moque de lui en disant ma belle-sœur m'habille mieux que toi, mais tu n'as qu'à faire du sport et être comme moi. Monsieur le Président, toujours sur les relations entre le Sénégal, vous étiez à Dakar, vous avez rendu visite à Amadou Matarmbo, qui était le président des Assises nationales. On voulait savoir si c'était une simple visite de courtoisie ou bien c'était pour prendre des conseils pour lancer dans un futur proche des Assises nationales en Guinée. Non, vous savez, le président Ambo a été, ce sont nos précurseurs à la FEANF, que ce soit le président Ambo, que ce soit Antachek, etc., ce sont nos précurseurs à la FEANF. Donc nous sommes venus dans leur lignée. Donc c'est quelqu'un pour qui j'ai un très grand respect. Et j'avais même promis qu'on fêterait son anniversaire à Conakry, que j'allais le décorer. Malheureusement, sa santé s'est un peu dégradée, répartie en France. Et aujourd'hui, il ne peut pas bouger parce qu'il suit dialyse tous les jours. Donc je suis parti chez lui parce que c'est mon grand frère, c'est notre précurseur. Et c'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Donc j'ai voulu lui montrer que quelle que soit ma position, je reste toujours son petit frère. Je ne vais pas lui demander de conseil, je vais discuter avec lui, voir son état de santé et montrer que je serai toujours à ses côtés. Bien sûr, j'aurais souhaité, comme on avait discuté avec Babacar Touré et d'autres amis Boukounta, qu'on vienne fêter un de ses anniversaires à Conakry, qu'on le décore. Bon, moi, je m'en sentais un peu permis. La moindre des choses quand je vais à Dakar, c'est d'aller rendre visite. Vous savez, rien n'est au-dessus des relations sociales. Si vous n'êtes pas dans la relation sociale, vous n'êtes rien. Donc moi, j'ai privilégié toujours les relations sociales. La preuve, quand je vais à Dakar, j'ai toujours un dîner avec mes amis. Et vous savez, se retrouver avec Niass, Tanor, Decroix, Khalifa Sall, Babacar Touré, Sidiki Kaba, Dansoko, etc. Même les garçons nous regardent comme ça, se disant mais qu'est-ce qui se passe? Dansoko, vous avez de ces nouvelles? Qui? Amat. Quand j'arrive à Dakar, la première chose que je fais, c'est rendre visite à Amat. Et juste avant que j'arrive, son fils m'a téléphoné pour me dire qu'ils amènent Amat en catastrophe en France. Donc je suis en contact avec son fils, avec sa femme. Amat, vous savez, nous avons eu, dans le cadre de la FEANF, vous savez, j'ai eu beaucoup de
d'affrontement politique avec mes frères sénégalais du PAI, etc. Mais dans ce cas, toujours été un frère. Quand j'allais à Prague, il était le représentant du PAI à Prague, il était constamment avec moi. Et c'est pourquoi, et dans ce cas, c'est un homme exceptionnel. C'est pourquoi je l'appelle le dernier de Mohican. C'est un homme politique qui ne pense qu'à son pays, qui n'a pas d'ambition personnelle, ni ambition matérielle, etc. C'est l'un des rares qui existe aujourd'hui, lui et Paulo Jorge, l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'Angola. Je les appelle les derniers de Mohican. Donc, dans ce cas, pour moi, je l'ai dit publiquement, que c'est le dernier de Mohican. Je suis extrêmement attaché à Dansoko. D'ailleurs, quand le président Ouad a voulu le convoquer, j'ai pris mon billet. À l'époque, j'ai dit que si on le convoque, j'irai avec lui à la police. Je ne peux pas accepter qu'on envoie Dansoko à la police sans que moi je sois là. Monsieur le Président, votre pays, on le sait, regorge de potentialités économiques et attire donc beaucoup d'investisseurs étrangers, les Chinois notamment. Mais quelle initiative prenez-vous pour attirer aussi des entrepreneurs africains et leur offrir des opportunités de business en Guinée? D'abord, moi, j'ai toujours privilégié la coopération sud-sud, la coopération entre les pays africains. N'oubliez pas que la France avait deux principes, l'indépendance et l'unité africaine. D'où notre symbole, le jar, si tous les fils du royaume venaient de leurs mains assemblées, boucher les trous de la jarre, percer le pays, se le sauver. Donc je privilégie toujours. Mais pour le moment, évidemment, nous avons sérieusement de problèmes, nous n'avons pas encore les moyens au niveau des Africains d'investir parce que nous ne favorisons pas. Mais ici, il y a des investisseurs sénégalais qui viennent. Bon, donc nous privilégions, mais nous avons des richesses, notamment la bauxite, le fer, etc. Le principal consommateur, c'est la Chine. Bien sûr, il y a des entreprises chinois ici, mais il n'y a pas que les Chinois. Et souvent, quand vous prenez la bauxite, par exemple, vous avez des Américains depuis 1963 à Kamsa, et vous avez les Russes bien avant mon arrivée à Fria, à Kindia, et depuis mon arrivée aussi à Djanjan. Vous avez Abu Dhabi avec sa société Mubadala qui se trouve à Sangredi. Vous avez des Anglais à Lufer, à Boufa. Vous avez des Indiens, on s'appelle la société à Chapura, qui est là. Et hier, j'ai reçu des investisseurs coréens. Tous qui veulent investir pour développer nos mines, nous sommes d'accord. La Guinée a plus de la moitié des réserves mondiales de bauxite et quand je suis arrivé, on ne faisait que 13 millions de tonnes. C'est-à-dire qu'on produisait à peine 7% du marché, alors que logiquement, on aurait dû être le premier producteur. Aujourd'hui, nous sommes le premier fournisseur de la Chine, le troisième producteur, mais s'il peut être dire d'ici 2 ans, nous serons le premier producteur. Mais dans notre coopération, nous devons toujours privilégier les intérêts fondamentaux du peuple de Guinée, notamment l'emploi et le transfert des technologies. Dans tous nos partenaires, plus vous parlez des Chinois, dans nos coopérations, ils doivent, le contenu local oblige à ce qu'on privilégie les travailleurs guinéens, sauf dans le domaine où nous n'avons pas de spécialistes. Deuxièmement, quelles sont d'activités comme le transport, etc., et la sous-traitance soient réservées aux Guinéens, mais surtout qu'il y ait un transfert de technologie. La preuve, si je prends le barrage de Soapiti par exemple, des jeunes Guinéens sont partis aux Trois Gorges être formés. Si vous allez à barrage de Soapiti aujourd'hui, ce n'est pas des Chinois qui vont vous guider, c'est des jeunes Guinéens, notamment des jeunes filles. Donc pour nous, il est extrêmement important que les investisseurs qui viennent dans cette coopération gagnant-gagnant, mais que ça donne du travail aux Guinéens, donc l'emploi, que ça permette aux petites et moyennes entreprises guinéennes de se développer, mais surtout qui permette à la jeunesse guinéenne de maîtriser les technologies afin que demain nous nous passions d'assistance à ce que toutes ces entreprises soient dirigées par des Guinéens. C'est ça, donc, nous avons comme politique. Mais, j'ai dit à Abidjan, si vous vous rappelez, j'ai dit que les hommes politiques africains doivent faire confiance aux hommes d'affaires africains. Parce que souvent, nous avons le complexe en pensant que ceux qui viennent de l'Occident sont mieux. Donc, nous avons aujourd'hui des grands hommes d'affaires. Et j'ai dit publiquement à un débat où j'étais avec le président Alassane, le président Macky, vous vous rappelez. Bon, tout le monde se rappelle, parce que j'ai dit qu'il faut couper le cordon ombilical, mais je n'ai pas dit que ça. J'ai dit aussi que nous devons ne pas avoir de complexe, nous devons favoriser les hommes d'affaires africains, mais eux aussi doivent se regrouper, se renforcer, créer des grandes banques, etc., pour pouvoir concurrencer. Et justement, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous inspire ce débat sur le franc CFA, quand on sait que la Guinée, historiquement, a choisi d'être en dehors de cette zone monétaire? C'est un débat qui ne concerne pas la Guinée, on n'est pas membre de la zone franc, donc ça ne concerne pas la Guinée. Monsieur le Président, après 8 ans à la tête de la nation guinéenne, vos réalisations se passent
ce commentaire. Le barrage de Kalita et celui en finition de Swapiti, les routes et les ouvrages de franchissement, les hôtels, le développement des activités minières, la relance de l'agriculture, etc. Qu'est-ce qui a manqué selon vous? Et qu'est-ce que vous auriez dû réaliser? Non, d'abord, quand j'ai été élu en fin 2010, j'ai dit la vérité aux Guinéens. J'ai dit nous sommes au sous-sol. Donc nous devons de faire des efforts pour arriver au niveau du sol, ensuite de nous élever. En effet, la Guinée, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de... Bon. Et j'ai dit tout de suite, j'ai hérité d'un pays, pas d'un État. C'est-à-dire, il y a un pays, la Guinée, mais il n'y a pas d'État. Il n'y a pas une administration d'État, c'est une administration, c'est une armée, une police, une justice. Or, tout le monde sait, par exemple, quelle était la situation de l'armée guinéenne, quelle était la situation de l'économie, etc. Donc, il a fallu d'abord, et ensuite la Guinée n'avait jamais achevé un programme avec le Fonds monétaire. Alors que tout le pays, le Sénégal et les autres pays avaient atteint le point d'achèvement du PPTE depuis longtemps, nous on était encore. Donc, il a fallu d'abord prendre à bras le corps et passer sous les fourches codines du Fonds monétaire, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, pour pouvoir avoir l'annulation de la dette que nous avons pu avoir. Ensuite, grâce au courage du peuple de Guinée qui a compris qu'on devait serrer la ceinture, et que tout le monde, y compris les syndicats, tout le monde s'est attaché, nous avons pu donc faire face à tous ces problèmes. Il est évident que si aujourd'hui, hier on se gauchait de nous quand on voyait l'hôtel Novotel, aujourd'hui on n'a rien envié aux pays voisins. Une fois, il y a eu coupure de courant à Bamako, ils sont sortis avec des pancartes, les Maliens. Bamako, c'est pas Conakry. Bon. Bon, mais Dieu merci, aujourd'hui nous commençons à avancer, mais nous n'allons pas répondre aux Maliens, nous allons leur répondre en leur donnant le courant pour que le Bamako, comme Conakry, comme Dakar, soit toujours bien éclairé. Mais évidemment, quand je suis arrivé au pouvoir, mon objectif c'était vraiment de me battre parce que les femmes connaissent une condition difficile. J'ai dit sortir les femmes de la misère de la jeunesse. Pour le moment, je n'ai pas encore réussi parce que, bien sûr, on a hérité une situation, mais ensuite il y a eu l'Ebola qui a mis notre économie à terre, vous savez très bien. Il y a eu ensuite la baisse des matières premières. Quand je suis arrivé, le fait était à $180 et de premier à 80, etc. Donc, je n'ai pas encore réussi ce qui était ma volonté ferme, c'est-à-dire transformer complètement les conditions de vie des femmes et des jeunes et des couches défavorisées des paysans. Donc, c'est là qu'il reste ma bataille fondamentale parce que j'ai dit que je consacrais mes mandats aux femmes et aux jeunes. Pour le moment, je n'ai pas encore pu mettre fin au chômage des jeunes et empêcher que des jeunes Guinéens comme d'autres jeunes Africains puissent émigrer, aller mourir dans les eaux de la Méditerranée. Et aussi, des conditions pénibles des femmes, surtout dans les villages, n'a pas encore réussi à changer. Donc, c'est la bataille fondamentale qui nous reste aujourd'hui. Alors, Monsieur le Président, on sait que vous êtes un homme de dialogue. À quel niveau de dialogue êtes-vous avec l'opposition en Guinée, d'autant plus qu'on sait qu'elle s'est regroupée au sein du Front National? Vous savez, le dialogue, ce n'est pas une opposition. Moi, il y a un cadre de concertation. C'est dans ce cadre-là que se passe le dialogue. Moi, je suis président, je suis la mêlée, je suis président de tous les Guinéens. Il y a un cadre de concertation. Logiquement, c'est là-bas que toutes les questions doivent être discutées. Puis on a mis ce cadre en place. Je pense qu'ils ont fait il n'y a pas d'énervement. Que ce soit des problèmes politiques ou des problèmes d'élection, tout est discuté dans ce cadre où nous retrouvons mouvance présidentielle opposition, mais aussi avec les partenaires étrangers qui assistent à ces réunions, que ce soit des partenaires africains, ou européens, ou américains ou chinois. C'est-à-dire le corps diplomatique qui est là participe à ces discussions. Donc il y a un cadre de dialogue. Et si chacun respecte les règles institutionnelles et le fonctionnement de la démocratie, c'est d'abord que le problème doit se régler. On parle de l'adoption d'une nouvelle constitution, Monsieur le Président, qui est agitée ici et là. On parle même peut-être de l'idée d'un référendum. Évidemment, l'opposition n'est pas d'accord avec cette initiative. En tant que président de la République, est-ce que vous comptez vous mettre au-dessus de la mêlée? Vous savez, le président de la République est le principal garant des institutions. Mais la souveraineté d'un pays appartient au peuple. Donc seul le peuple peut décider. Quelqu'un ne peut pas se mettre à la place du peuple. Moi, j'observe, mais je suis le principal garant de la défense des institutions.
Alors je rigole un peu quand je vois des gens, ou bien je vais me mettre avec eux alors, puisqu'ils veulent être de grade. Mais ce qu'on oublie, c'est que la souveraineté appartient au peuple. Et seule la volonté populaire s'impose à tout le monde. En tant que démocrate, c'est mon point de vue. Donc, je laisse les gens débattre. Il devient un peuple de Guinée. S'il veut changer une nouvelle constitution ou pas, c'est le droit du peuple de Guinée. Moi, j'observe et j'écoute. Mais il n'appartient à personne de nier au peuple de Guinée le droit de faire une constitution ou d'adopter une constitution qu'il veut. Et si cette constitution ouvrait la voie à un troisième mandat, monsieur le président de la République? Mais s'il y a une nouvelle constitution, il n'y a pas de troisième mandat. S'il y a modification de la constitution, il y a troisième mandat. Mais s'il y a une nouvelle constitution, il n'y a pas de troisième mandat ou pas. Je pense qu'il ne faut pas, juridiquement, il ne faut pas. S'il y a une nouvelle constitution, c'est-à-dire la constitution, s'il y a une nouvelle constitution, mais quand vous avez, la France a la 5e République, est-ce que quand on est passé à la 4e République, à la 5e République, il y a eu troisième mandat? Non, c'est une nouvelle République. C'est tout. Mais moi, pour le moment, je pense que le débat est ouvert et le débat doit être libre. On ne doit pas empêcher quelqu'un d'avoir le débat. Chacun est libre de défendre sa position. Mais en dernière analyse, il viendra au peuple de Guinée de trancher. Monsieur le Président, dans un communiqué paru hier, l'ONG Human Rights Watch demande à la Guinée de créer un panel spécial de juges chargés d'enquêter sur le comportement des forces de sécurité, accusées de s'être livrées à des actes illégaux lors de manifestations. La question est, quelle est la situation des droits de l'homme à Guinée depuis votre arrivée au pouvoir? Vous savez, la Guinée ne fonctionne pas en fonction de ce que pense telle ONG ou telle chose. Vraiment, ils sont libres de penser ce qu'ils veulent. Moi, j'étais par le peuple de Guinée, je suis responsable du peuple de Guinée, c'est le seul que je rencontre. Je pense que personne ne peut nier que depuis mon élection, la situation des droits de l'homme a totalement changé. Mais ceux qui critiquent les forces de l'ordre, s'ils sont honnêtes, pourquoi ils ne vont pas jusqu'au bout? Et c'est quand les gens manifestent au Sénégal, ils viennent avec des frondes, ils viennent avec des coupes-coupes, ils viennent avec les lance-pierres. Est-ce que vous avez ce qu'on appelle là-bas, section cailloux? Donc quand les gens qui manifestent viennent avec des fusils de chasse, viennent avec des frondes, face aux forces de l'ordre, vous voulez que les forces de l'ordre se croisent là-bas? Donc ça me fait rire ces organisations. Parce qu'ils parlent des forces de l'ordre, mais ils ne parlent pas des manifestants qui utilisent la violence contre les forces de l'ordre. Le droit de manifester est un droit fondamental. Mais la liberté, votre liberté ne doit pas mettre en cause la liberté de l'autre. Lorsque les manifestants se mettent à casser des véhicules des pauvres passants qui passent, à casser leurs maisons, à prendre leur téléphone, casser leurs motos, vous voyez que les forces de l'ordre se croisent les bras. Honnêtement, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Sincèrement, ce n'est pas mon problème. Parce que si je les ai pris s'ils étaient objectifs. Mais lorsque les manifestants sont violents, les forces de l'ordre doivent se croiser les bras. Donc honnêtement, ils m'accordent ce qu'ils veulent, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas eux qui vont me dire en Guinée ce qu'ils doivent faire, c'est le peuple de Guinée qui me dira et le peuple africain. J'ai des comptes à rendre au peuple guinéen, des comptes à rendre au peuple africain, pas à ces ONG. D'autant plus qu'ils font de 2 poids 2 mesures. Mais quels sont les pays qui font le plus de violence? Est-ce qu'ils les attaquent? Est-ce qu'ils les attaquent? Alors, ils n'ont qu'à d'abord balayer devant leur propre porte. Ils n'ont qu'à d'abord balayer ce qui se passe chez eux. Ils n'ont qu'à d'abord balayer. Ils n'ont pas de leçons à donner à quelqu'un. Et puis très souvent, ils sont financés par des moyens. Les gens ne sont contents, beaucoup de gens ne sont pas contents de l'évolution de la Guinée. Parce qu'ils veulent piller ce pays, on accepte qu'on pille. Et c'est eux qui financent ces organisations. Donc honnêtement, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent, ça me fait ni chaud ni froid. Monsieur le Président, une toute petite question. De quelle Afrique rêvez-vous? L'Afrique de ma jeunesse, c'est-à-dire une Afrique unie, où il n'y a pas de frontières. Et si l'Afrique est unie aujourd'hui, nous serons la première puissance du monde. Pourquoi? La Chine a été l'usine du monde, pour la raison que la main-d'œuvre n'était pas chère. Aujourd'hui, dans le développement de la Chine ne peut plus compter sur le commerce extérieur. Il faut développer, il faut augmenter le pouvoir d'achat des populations. Donc ça veut dire que la main-d'œuvre sera de plus en plus chère. Nous avons les matières premières
Mais on n'avait pas de savoir. Aujourd'hui, nous commençons à maîtriser le savoir. Les jeunes Africains n'ont rien à envier aux jeunes Européens ou Américains en ce qui concerne les startups et de nouvelles technologies. Nous avons une main-d'œuvre moins chère que la Chine. Donc, en toute logique, c'est l'Afrique qui deviendra demain l'usine du monde. Mais nous ne voulons pas être l'usine du monde pour le monde, nous voulons être l'usine pour l'Afrique et pour le monde. Ça veut dire transformer nos matières premières sur place pour nous-mêmes, mais aussi vendre nos produits finis à l'extérieur. Et cela n'est pas possible si les Africains ne se donnent pas la main, si on n'a pas un marché commun. Et je suis d'autant plus heureux aujourd'hui que nous avons la zone de libre-échange africaine qui a été adoptée. Ça veut dire la prise de conscience. Et je prends un seul cas, je prends la bauxite. Tout le monde dit la Chine. Mais l'Afrique consomme peut-être autant de bauxite que la Chine. Regardez, avant, on faisait les portes, les fenêtres en bois. Aujourd'hui, c'est de plus en plus en aluminium. Ça veut dire que l'Afrique, si nous sommes ensemble, nous serons un marché plus grand pour l'aluminium que même la Chine. Je peux prendre aussi d'autres secteurs. Donc, l'Union africaine a engagé une très bonne évolution. Avant, on était financé par l'extérieur. Aujourd'hui, nous allons nous préfinancer nous-mêmes. Nous avons adopté, nous parlons d'une seule voix. Nous disons que les problèmes africains doivent être réglés par les Africains. Aujourd'hui, nous avons des zones de libre-échange. Il est vrai que tout le monde ne marche pas au même pas. Mais bon, progressivement, je pense que de toute façon, ce qui est important, c'est que le train est parti. Personne ne pourra plus l'arrêter. Bien sûr, tout le monde ne montera pas dans la même gare, mais progressivement, je pense que chacun finira par être dans le train. La toute dernière question, Monsieur le Président. Quelle image voulez-vous que le peuple guinéen garde de vous pour la postérité? Vous savez, ce que pour moi, le peuple de Guinée comme le peuple africain, c'est la même chose. Qu'on dise que j'ai été fidèle à mes idées de jeunesse d'étudiant. Voilà qui met un terme à cet entretien. Une fois de plus, Monsieur le Président Alpha Condé, nous vous remercions infiniment d'avoir accordé cet entretien au groupe Futur Média, représenté ici par le directeur de l'Observateur Alioune Badara Fall, et par moi-même, Barkaba, journaliste à la TFM, et par mon confrère Serigne Diagne de Dakar Actu. Merci.